Come on! Alors, ce qui m'avait frappé, c'est que des gens pouvaient être remarquablement intelligents dans leur domaine. J'ai même travaillé avec un prix Nobel. Et puis, au cours d'une conversation, vous voyez qu'il est en train de vous dire des banalités. Alors, ça a commencé déjà à me montrer que quand on est monodisciplinaire, c'est pas très bien pour le cerveau. Je ne suis pas le premier à le dire, mais Georges Bernard Shaw disait « À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout ». Et c'est un peu le défaut du spécialiste. Il est sur un petit timbre-poste, il connaît tout sur ce petit timbre-poste, mais quand il sort du timbre-poste, il est aussi banal que le commun des citoyens. Et pourtant, on a fait de lui quelqu'un qu'on doit écouter parce qu'il est un spécialiste. Alors en France, on a des tas de spécialistes, on a même des usines avec des compteurs Gégère pour nous détecter les gens brillants pour faire de la politique. On a vu ce que ça a donné. Pour faire de l'économie, on a l'école normale supérieure, l'école polytechnique, qui sont plutôt monotechniciens. Et je regardais ça et je voyais que ça ne me plaisait pas trop parce que j'avais envie d'autre chose. Alors je suis devenu biologiste et j'ai travaillé sur le cancer. Et alors là, je suis tombé de ma chaise parce que dès qu'on parlait de médecine alternative, d'homéopathie, on avait signé son arrêt de mort. Voilà, alors j'ai commencé à comprendre qu'un scientifique, il a sa vision du monde, et cette vision du monde, elle est extrêmement empreinte d'a priori, d'impression. Alors, par exemple, le prix Nobel, je ne vais pas citer son nom, il était issu d'une famille de médecins, donc c'était impossible pour lui, par fidélité, d'aller vers d'autres formes de médecine. Donc, si à un moment donné, on lui parlait de l'homéopathie, alors là, il rentrait dans une colère noire en disant « C'est incroyable, je croyais que l'obscurantisme avait été vaincu, il y a encore l'homéopathie. » Et puis, ça m'a donné envie de devenir anthropologue parce qu'il y avait une sorte de rationalité, de vision du monde. Et ça a été pour moi une bouffée d'oxygène. Mais j'ai toujours utilisé mes casquettes précédentes pour rentrer dans une discipline. Par exemple, en ce moment, j'essaie de faire la jonction entre certains aspects de la physique théorique et la vision qu'ont les peuples modernes. Vous voyez, par exemple, ils ont un monde invisible. Est-ce qu'on n'a pas la même chose en physique quantique? On a des mondes parallèles, des multivers. Donc, on voyait bien qu'à un moment donné, ça m'a amené avec un collègue, si vous voyez cette cassette, je lui rends hommage, Eric Navet, qui a été un compagnon de route, de lutte, on a créé un DU ensemble. Et on s'est rendu compte que la grille de lecture des sociétés traditionnelle ressemblait plus à la logique de la microphysique, la mécanique quantique, que de nos sociétés qui sont basées sur la physique classique. Et cette clé, vous l'avez quand vous regardez la médecine, quoi. On est encore dans une physique tout à fait classique. Alors vous avez des fois des moments de schizophrénie. Vous avez par exemple un cancérologue, on lui apporte un beau cliché de RMN, ça lui permet de voir précisément où est localisée la tumeur. RMN, résonance magnétique nucléaire, donc on va utiliser tous les acquis de la physique quantique, c'est la physique du noyau. Et là, quand il va soigner, il régresse d'un siècle. C'est-à-dire, il n'y a que la matière, la physique quantique, c'est de la supercherie, c'est de la bêta-médecine. Et à ce moment-là, on a l'impression que l'outil qui lui a permis de mieux travailler est oublié quand il va passer au niveau thérapeutique. Alors, ça m'a amené effectivement à essayer de comprendre, alors, il y a Jean-Dominique Michel, mais l'anthropologie du corps médical et comment on pouvait classer les médecines. Alors, on a des médecines qui sont primitives, comme on disait, qui ne sont pas abouties. Et comme disait Claude Lévi-Strauss, ce qu'il faut regarder, c'est l'efficacité symbolique en médecine. C'est celui qui guérit qui a raison. Et il y a toujours un côté symbolique. Pourquoi, à une époque, on avait demandé aux Anglais s'ils voulaient que leur médecin ait une cravate? La réponse a été oui. Parce que quand vous rentrez dans un cabinet de médecin, il y a une dimension presque magique. Il a sa blouse blanche, il n'a pas son collier, il ne va pas faire des augures, mais c'est un peu ça. Alors ça m'a intéressé de voir un petit peu les a priori de notre culture. Et puis finalement, comme disait Jean Cocteau, je ne sais pas à quoi sert la poésie, mais je sais qu'elle est indispensable. Mais l'anthropologie, il y a le discours de l'utile et de l'inutile, mais c'est un miroir.
que les sociétés différentes de nous tendent pour essayer de voir les a priori de nos cultures et les fondements qu'on n'aborde jamais, parce que c'est les paramètres métaphysiques, le temps, la matière, l'espace, l'énergie, la lumière. On a l'impression que tout a été réglé par Aristote, puis la métaphysique a accouché de la physique, donc il ne faut plus regarder ça. Et puis je me suis rendu compte que si on avait compris la collectivité, la mentalité d'un pays, on voit bien qu'un Allemand, ce n'est pas un Français, ils ont des rapports par rapport au monde, le rapport à la nature, etc., qui est quand même bien spécifique de chaque culture, eh bien, il y avait quand même un individu. Et donc, ça m'a amené à voir ces différentes casquettes que je vais utiliser au cours de cette conférence. Alors, je vous rassure, hein, j'ai vécu, j'ai pas passé, parce qu'on me dit, mais vous avez dû passer votre temps à étudier. Non, ça m'a passionné, j'ai vécu et j'ai étudié. C'est pas parce qu'on étudie qu'on a renoncé à la vie, j'ai pas eu une vie de moine. Alors, on va parler de la psychologie sociale, qui est pratiquement une invention française, puisque les premiers à s'être intéressés, il y avait un Italien qui s'appelait Scipio Chigale, qui avait écrit La foule criminelle. Il s'était rendu compte qu'une foule, elle peut perdre la raison. Et on a tous en tête des lynchages où à un moment donné, on ne sait plus qui donne le départ, mais quelqu'un peut être violenté par la foule, alors que sans cet effet de groupe, l'individu n'aurait pas été jusqu'à ses extrémités. Ensuite, Gustave Le Bon va développer la psychologie des foules et il va mettre en avant une sorte de ce qu'il appelle la loi de l'unité du mental. Pour lui, le groupe forme une sorte d'entité. D'ailleurs, quand on anime un groupe, la dynamique groupe, c'est un peu ça. Hein, vous êtes ici une entité. Donc vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une espèce de corporéité invisible qui se met en place. Il y a un corps devant moi. Et vous allez m'influencer et je vais vous influencer. Et au bout d'un moment, si on continue, il y aura toujours des réactions qui sont propres à la dynamique de groupe. Donc ce n'est pas parce qu'on est en groupe que les mécanismes n'interviennent pas. Et donc, à partir de là, Gustave Le Bon va se rendre compte qu'il y a une espèce d'état de suggestion, dit-il, hypnotique, qui intervient quand on est dans une psychologie de foule. C'est exactement ce qu'on voit depuis quelques mois. Il y a une psychologie de foule. Et donc souvent, j'ai des collègues qui ont été abattus parce qu'ils n'ont pas compris qu'un individu, il a deux états. Il a un état individuel et un état groupal. Et dans les cas groupal, il y a comme une sorte de régression, on peut le dire. Donc ce que montre Gustave Le Bon, c'est que dans cet état, souvent, la foule n'est pas très sympathique, très démocratique. Elle est sensible au côté merveilleux des choses. Elle est extrêmement impactée par un discours, ça va vous rappeler certaines télés qui tournent en boucle, répétitif, simpliste, émotigène. Quel que soit votre degré de culture, vous pouvez être abaissé vers le bas. Il montre que finalement, un individu est complètement dépossédé de sa personnalité quand il a une espèce d'état groupal qui l'amène à rentrer dans un mécanisme qu'individuellement, il n'aurait pas vécu. Et puis, Gabriel Tardet, lui, va avoir un principe d'imitation. Il considère que l'imitation est le propre de la psychologie de foule. Alors, quand la pandémie a commencé, je me suis dit, la clé de lecture, c'est vraiment la psychologie sociale, la psychologie de groupe, qui va nous permettre un petit peu de comprendre comment on s'auto-manipule, comment les gouvernements nous manipulent et comment on amène des gens à aller dans des directions à leur insu. Une sorte de soumission sans s'en rendre compte. Alors, si on prend par exemple la façon dont on nous vend le vaccin, voilà. C'est exactement ce que nous dit Cialdini, Roger Cialdini, donc c'est un spécialiste du marketing. Donc il dit, au départ, il définit 6 clés essentielles dans le marketing, dans la vente. La première clé, c'est le piège de l'engagement. Tout le monde connaît ça. Il y a quelqu'un qui vient vous voir, il vous pose des questions anodines, vous avez pris du temps pour répondre à ces questions, et après, il vous propose de signer une pétition, voire de donner quelque chose. Et là, il y a une espèce de réciprocité, c'est comme ça que le voit Cialdini,
qui amène la personne à aller plus loin qu'elle n'aurait été si, dès le départ, elle avait dit non. Elle est prise par une sorte de théorie de l'engagement. Ensuite, vous avez une deuxième clé qui est précisément cette réciprocité. Il vous a consacré du temps et en réciprocité, comme un don, vous allez lui offrir soit une signature, soit une petite somme, soit tout simplement de votre temps. Après, il faut faire venir les autorités. Alors, c'est ce qu'on a eu sur les plateaux de télé. Vous avez vu tous ces médecins qui sont venus. On a l'impression que vous saviez des néphrologues, des urologues, des psychiatres qui n'avaient aucune formation en infectiologie, mais il fallait occuper le terrain, il fallait que le médical soit là, quoi. Il fallait donner une coloration médicale, ce qui fait qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous avez vu, à la Commission européenne, ça avait été préparé dès janvier, on disait il faut vraiment, dans la première étape, qu'il y ait des médecins partout, à la radio, dans la presse écrite, les journaux, la télévision, du médical, encore du médical, toujours du médical. Puis après, on est là, précisément, l'agrément, c'est les vedettes. Parce qu'effectivement, les vedettes jouent dans les foules un rôle très important. C'est comme des dieux pour certains, on vit par procuration. Alors tous ces gens-là viennent nous vanter la vaccination. Alors on a chaque semaine une nouvelle vedette, soit d'Hollywood, soit dans notre petit pays français, qui nous vante la vaccination. Schwarzenegger, Paul McCartney. En France, on a eu Thierry Lhermitte, etc. Bon. Et puis après, la pénurie. Voilà, la peur de ne pas avoir. Et enfin, il y a la preuve sociale. Quand tout le monde donne l'impression d'être sensible à la vaccination, qu'une partie s'est fait vacciner, les gens y voient la preuve que c'est forcément bon puisque tout le monde l'a fait. Voilà. Alors, une petite anecdote, parce que ça m'avait marqué, j'avais travaillé 1 an et demi à l'UNESCO en tant que consultant scientifique, et puis c'était la première fois où il y avait un congrès sur la faim, où des orateurs brillants étaient venus. Et puis, à un moment donné, on est le dernier jour, on est le samedi, et puis il y a un petit buffet. Et je ne sais pas pourquoi, avec un ami, j'ai lancé dans la foule, il n'y en aura pas pour tout le monde. J'ai vu les orateurs brillants se précipiter sur le buffet, j'aurais eu ma main, j'aurais été embroché. Et quand on est arrivé, il restait 2 rondelles de saucisson, les assiettes étaient remplies. Et l'après-midi, on a commencé à parler de la faim dans le monde, etc., qu'il fallait vraiment apprendre à régler, dispatcher les richesses, etc. Donc c'est des peurs profondes, vous voyez, la peur de manquer. Et donc on a tous dans nos familles des gens qui ont vécu la guerre. Moi j'avais une tante, jusqu'à sa mort, elle avait des réserves en permanence au cas où, quand elle est décédée, on a vu des boîtes de conserve, il y en avait au moins une centaine, il y en avait partout, quoi. Elle avait la peur de manquer, vous voyez. Et ça, c'est des peurs profondes. Et ça fait partie des émotions fondamentales, hein, la peur de mourir. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a tapé sur la peur princeps de l'individu, c'est la peur de la mort, de sa propre mort, et le Covid joue là-dessus. Donc forcément, vous mettez les gens dans toutes leurs émotions, puisque finalement, pour beaucoup de gens, la mort est abstraite. C'est quand on vieillit, hein, quand on atteint un certain âge, chaque jour, on se dit « tiens, je pourrais mourir ». Mais mettre sur un paquet de cigarettes, fumer-tu, à 20 ans, ça n'a aucun impact, on le sait, parce que la mort, elle paraît lointaine. Alors j'avais un collègue, je lui rends hommage, Pierre Augier, qui a été un très grand physicien. Alors j'aimais beaucoup cet homme. Et la première fois que je l'avais rencontré, il m'avait dit « Voilà, jeune homme, je vais me définir la façon de ma communauté, les physiciens, j'ai un siècle à 2% près. » Et il disait l'hémisphère gauche sait qu'il va mourir. Le paléoencéphale n'y croit pas. Quant à l'hémisphère droit, c'est même pas dans son champ de conscience. Donc, vous voyez, en permanence, on sait qu'on va mourir, mais on évacue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, c'est ce que disait Henri Laborie, qu'on crée, pour, d'une part, se donner l'illusion qu'on a, on a l'éternité par nos œuvres, et puis ensuite, parce qu'on évacue la peur principale, c'est de mourir. Donc ça a mis vraiment le doigt là-dessus, et ce petit incident m'avait montré que vraiment, la peur de manquer, de ne pas pouvoir manger, etc., c'est une peur terrible, qui est encore présente. Ensuite, quand on regarde ce qui s'est passé, c'est intéressant parce qu'on a eu des conflits d'autorité. Vous avez vu, notamment, on a eu un chef des rebelles qui s'appelait Raoult,
D'ailleurs, je me suis dit que si le confinement se poursuivait, on allait tous avoir les cheveux longs. Et donc finalement, on va ressembler à Raoul. Il ne nous manque plus qu'avoir une bague de mort et puis une blouse blanche et c'est bon. Et donc, je vous rappelle l'expérience de Stanley Milgram. Et puis, il y a deux expériences de Stanley Milgram, une qui est très connue, l'autre moins connue. La première, c'est la fameuse soumission à l'autorité. Vous avez d'ailleurs un film, E-Comic d'Henri Verneuil, de 1979, qui illustre cette expérience. Donc, Stanley Milgram passe une petite annonce. Il est à l'université de Yale, professeur en titre de psychologie sociale. À partir d'une petite annonce donnée dans un journal local, des gens arrivent dans son bureau. On va tirer au sort qui va être l'expérimentateur et qui sera expérimenté. La somme est modeste, un $4 pour l'expérimenté ou l'expérimentateur, et 50 cents pour le déplacement. Vous voyez, donc la somme n'est pas, c'est pas comme si on vous avait donné $2000. Donc la somme était peu importante. Et puis on va tester quoi comme expérience? L'influence de la douleur sur la mémoire. Et la douleur sera délivrée par des décharges électriques. À chaque erreur, 15 volts sera délivré. Donc on va donner une liste de mots auxquels sont ajoutés des couleurs ou d'autres adjectifs comme ciel bleu, orange, ronde. Évidemment, c'était plus compliqué que ça. On lit une fois à la personne qui sera expérimentée, et à chaque fois qu'elle se trompe, elle recevra 15 volts que la personne qui sera l'expérimentateur va délivrer sur une console où c'est marqué en gros 450 volts, danger de mort. Donc comme ça, la personne voit bien. Alors, ce que ne sait pas celui qui va délivrer les décharges électriques, c'est que celui qui va recevoir les décharges électriques est un comparse. Il va mimer des douleurs dans un protocole bien défini. Et ce qu'on va tester, c'est la soumission de la personne à un ordre qui est donné par la science. Donc, il faut déjà investir une autorité envers la science par un professeur en titre, le docteur Stanley Milgram, professeur en titre, dans l'université où il enseigne, où il travaille. Alors le protocole est suivant. À partir de 75 volts, la personne gémit. À 120 volts, elle se plaint de douleur. À 135 volts, elle hurle. À 150 volts, elle dit « je veux arrêter l'expérimentation ». À 270 volts, elle pousse un cri violent. Et à 300, elle ne réagit plus. Voilà à peu près. Alors il y a toute une finesse, je passe, évidemment, il y a le plus d'impact émotionnel quand les deux hommes sont en présence, évidemment, parce qu'on peut envisager que la personne qui délivre des décharges électriques ne voit pas celle qui reçoit ces décharges électriques ou ne l'entend pas. Là, on est dans la situation émotionnelle la plus forte. Alors les résultats sont les suivants. Si on est à l'université de Yale en présence de Stanley Milgram, à peu près 63,5% des gens vont aller jusqu'à des doses qui, quand même, créent des douleurs. Hein. Voilà, on est à 300, 350 volts. Je crois que, si mes souvenirs sont exacts, on est à 370 volts. Et 450 volts, c'est supposé être mortel. Si, effectivement, Stanley Milgram n'est pas là, on chute, évidemment. Il y a 20,5% des gens qui vont délivrer des décharges électriques, mais de 315 volts. Si, effectivement, on est en dehors de l'université, c'est à peu près 40,7% qui iront à des décharges de 270 volts. Et s'il n'y a aucune consigne, on ne leur dit pas vous faites comme vous voulez, vous sanctionnez ou pas par une décharge électrique, on va à 80 volts, c'est simplement 3,5%. Mais ce qui est intéressant dans notre histoire de pandémie, c'est que s'il y a un deuxième universitaire aussi gradé que le professeur Stanley Milgram qui arrive et qui dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Je teste le protocole du professeur Milgram, mais c'est absurde, il n'y a jamais eu de relation de cause à effet avec la douleur et la mémoire. À ce moment-là, la personne s'arrête net. Et c'est le rôle qu'a joué Didier Raoult. C'est-à-dire, il a été, dans l'IHU de Marseille, celui qui proposait autre chose que le narratif. Et en ce sens, il a été très important parce que, même si effectivement il y a encore des doutes, mais il a arrêté net le narratif qui était « il n'y a aucun traitement, quoi. Il fallait prendre de l'aspirine ». Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, on fait de la littérature comparée, on peut faire de l'épidémiologie comparée, de l'infectiologie comparée. Pourquoi les pays
les plus pauvres que nous ont moins de morts. Alors on s'en sort en disant ils ont plus de gens jeunes. Mais c'est pas ça, c'est que c'est souvent des zones impaludées et il y a précisément besoin d'utiliser l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. De toute façon, l'hydroxychloroquine existe depuis 40 ans. On pouvait l'avoir en France sans ordonnance et ça a été testé par 1 milliard de personnes. Et la chloroquine qui existe depuis plus de 70 ans, elle a été utilisée par au moins 1,5 milliard, si ce n'est 2 milliards, ce qui fait quand même un échantillonnage de 3 milliards de personnes, et on n'a jamais vu les effets secondaires qui sont donnés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comment on dérape et on n'est plus dans un discours scientifique. Alors ça m'a amené à réfléchir, on est obligé de ressortir un peu les classiques, quoi. C'est quoi un discours scientifique? Alors il y a différentes réponses qui sont données en fonction des philosophes des sciences, mais je vais en prendre un. C'est Karl Popper. D'ailleurs, M. Soros a détourné les travaux de Karl Popper, puisque Karl Popper, en plus d'être un philosophe des sciences, a été aussi un remarquable philosophe de la politique. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Et M. Soros a considéré qu'on devait avoir une société ouverte, parce que selon Karl Popper, une société totalitaire est une société fermée. Mais on peut mettre un totalitarisme à l'échelle mondiale. Hein. À ce moment-là, c'est exactement la même chose. Et Karl Popper nous dit qu'un discours est scientifique quand il est réfutable, il est soumis à la réfutabilité, à la falsifiabilité. C'est-à-dire, à un moment donné, ça doit marcher, puis il y a aussi des conditions où ça ne marche pas. Et vous avez remarqué que, par exemple, donner de l'hydroxychloroquine à la fin du traitement ou au début, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on ne précisait pas les conditions. Donc, dire que l'eau bout à 100 degrés, c'est plus scientifique que dire l'eau, quand on la chauffe, bout. Ou de dire il pleut tous les mardis, ou il pleut certains mardis. Vous voyez, c'est pas du tout. Alors, dans les deux cas, on ne peut pas affirmer qu'on a raison, mais on peut dire qu'il y a un critère de réfutabilité. Si ça marche tout le temps, vous pouvez raconter n'importe quoi. Et c'est un peu ce que nous dit le gouvernement, ça marche tout le temps, il n'y a pas de réfutabilité. On fait un confinement, il n'y a pas de résultat, on continue. Et vous voyez, à un moment donné, on ne tient pas compte des expériences qui amèneraient un réajustement. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout de discours, on va dire, scientifique, médical, mais un discours politique. Voilà. C'est un peu ce qu'on voit depuis quelques mois. Et en France, ça se durcit. D'ailleurs, il y a eu des déclarations d'Arruda, qu'elle est dans Horacio Arruda, qui dit on n'est plus du tout dans un discours scientifique mais politique. Et en fin de compte, ça nous amène à quelque chose de très intéressant, c'est que on a mis à l'échelle planétaire les fameuses expériences qui permettaient de programmer des individus, vous savez, les MK Ultra. Alors l'histoire commence dans les années 45, c'est vraiment dans les années 50 ça va démarrer, avec un psychosociologue, Donald Hebb. Si vous regardez, il a des tas de lois sur le cerveau, hein, ça a été un des pionniers des neurosciences, et lui il va expérimenter l'influence d'un manque de stimulation sensorielle. On mettait les gens dans des caissons sensoriels, ils flottaient toute la journée sur un matelas, il y avait un bruit de fond, on leur bouchait les yeux et les oreilles, et on regardait comment ils réagissaient. Ils avaient des hallucinations, et par la suite, il en a déduit que ça stimulait les mêmes zones que les zones qui sont impliquées dans le sommeil, d'où ces hallucinations. Excusez-moi, on est dans quel pays là ? Alors, on est au Canada, j'aurais dû le préciser. Donc, Donald Hebb est canadien, et un autre psychiatre va intervenir, mais beaucoup plus radical, qui s'appelle Donald Ewen Cameron, qui, lui, sans le consentement de ses patients, il est psychiatre, et pas n'importe quel psychiatre, il a été le président de l'Association canadienne des psychiatres, le président de l'Association internationale des psychiatres, il a été président de l'American Psychiatric Association. En 1945, il a fait partie des psychiatres qui ont examiné Rudolf Hess au niveau de sa santé mentale, donc c'est pas n'importe qui. Et donc ça s'est fait, entre autres, à l'université McGill. Et lui, son idée, il ne croit pas du tout au freudisme. Il dit, pour sortir des gens d'une schizophrénie ou de problèmes importants, des psychoses, il faut carrément vider l'individu de sa mémoire.
Donc, c'est le moment où arrivent les électrochocs. Voilà. Ugo Cerletti et Lucio Bini. Ils envoyaient donc des courants de 0,9 ampères et quand même des fois 450, au moins 300 volts, vous voyez. Et lui, il va utiliser une machine qui s'appelle la machine de Russell Page. On envoie d'affilée 6 électrochocs. Vous imaginez le choc. Et à ce moment-là, il constate qu'un individu, si vous le privez de ces stimulations sensorielles et si vous lui enlevez sa mémoire, il n'est plus en mesure de préserver son repère spatio-temporel et il perd le sens même de sa propre personnalité. Donc après, on pouvait, après avoir formaté en quelque sorte son esprit, lui glisser d'autres informations, le programmer. Là-dessus, on ajoutait des drogues pour arriver à faire ça. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a à échelle mondiale l'expérience de Cameron. C'est-à-dire on diminue, surtout pour les enfants, les stimulations sensorielles. Vous voyez, on est confiné chez nous. Voilà, le stress attaque 2 structures qui sont impliquées dans la mémoire, qui sont l'hippocampe et l'amygdale. Et bien, à un moment donné, ça m'est venu évident, mais je dis, mais on est passé à l'échelle planétaire aux expériences qui avaient été faites dans les années 50, c'est à partir des années 70 qu'elles ont été révélées, où des patients ont eu des réminiscences de ce qu'ils avaient connu comme traitement. Ils ont été d'ailleurs indemnisés. Et ben, on a fait ça à l'échelle mondiale. Alors, ce n'est pas aussi drastique que les expériences de Cameron, mais si vous regardez autour de vous, il y a des gens qui commencent à perdre les repères spatio-temporels. Il y a des gens qui sont très stressés, donc le stress a des effets néfastes, notamment sur les phénomènes mnésiques. Et le but, c'est de nous amener à une sorte de formatage où on oublie les anciennes normes au profit des nouvelles normes, puisque c'était ça l'idée de Cameron. C'est-à-dire, puisqu'un individu ne croyait pas au freudisme et toutes les approches psychanalytiques ou d'autres psychothérapies, c'est drastique, on enlève la mémoire de l'individu pour le formater selon de nouvelles normes. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et donc, ça ne m'est pas venu comme ça, mais à un moment donné, ça m'est devenu évident qu'on était passé à cette échelle quand même assez incroyable, avec effectivement, si vous regardez, les enfants ne peuvent plus jouer comme ils jouaient, ne peuvent plus se toucher, ils sont en distanciation, c'est 1 mètre, bientôt ça sera 2 mètres, on est confiné chez nous, et plus ça va, plus on va confiner. Vous voyez, ça ressemble à la pièce de Jules Romain, Knock, tout bien portant est un malade qui s'ignore, hein, c'est ce que dit le docteur Knock, parce que, interrogé par la chaîne très démocrate BFM TV, on demande à un des membres du comité scientifique, est-ce que si on est vacciné, on peut échapper au virus ? Non. Est-ce qu'on est toujours contaminant ? Oui. Est-ce qu'il y aura des effets secondaires importants ? Oui. La fameuse rhétorique bénéfice au risque. Est-ce qu'on pourra échapper au masque ? Non. Est-ce qu'on peut échapper au confinement ? On verra. Et en plus, vous savez que ça ne nous protège que 90 jours. Donc on peut imaginer un vaccin pour le printemps, l'automne, l'hiver, voilà, pour les 4 saisons. Peut-être qu'on pourrait avoir un prix de gros, hein. Peut-être qu'ils devraient faire ça. Un prix de gros, moi je leur propose. Ou un grattage, vous savez, vous allez vous faire vacciner, il y a un grattage et paf. Une fois, avec ma femme, on a vu quelque chose d'incroyable. C'est dans un supermarché, Auchan pour ne pas le citer, et je vois à la caisse que pour plus de, je crois que c'était la somme, c'était 150 € d'achat pour les enfants, on avait la possibilité de retirer auprès d'une pharmacie un vaccin gratuit. Les bras m'en sont tombés, j'aurais dû faire une photo, parce que c'était à chaque caisse, quoi. Je crois que ça n'a pas marché, et c'est plutôt rassurant, puisque l'année suivante, je n'ai pas vu cet appel à la vaccination avec ce don gracieux d'un vaccin qu'on pouvait retirer. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, si vous regardez tout ça, vous vous dites, attendez, le risque, c'est pour le patient. Finalement, ça ne change pas grand-chose. On sera toujours confiné, peut-être. Voilà. On sera masqué, on sera contaminant, on risque d'être contaminé, mais pourquoi on fait ça, quoi ?
Et là, c'est vraiment une pièce à la Ionesco ou à la Paul Pinter du théâtre de l'absurde. Vous vous dites, mais alors, c'est quoi le bénéfice pour le patient? Pas grand-chose, si ce n'est son gris-gris qu'il a. Et il a le maximum de risques, mais surtout le bénéfice, ça sera pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors, sans parler de tout le discours sur la thérapie génique, les ARN, etc., vous voyez bien qu'à un moment donné, on a perdu du bon sens et on est dans une stratégie où on fait appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Ça fait partie des stratégies. C'est les thèmes qu'on aborde à chaque émission. On aborde un thème, des fois on en fait deux. Et parmi les différentes stratégies, vous allez tous les reconnaître. Hein. La stratégie de la distraction. Donc ça, on vous distrait. Netflix. Il devrait proposer un abonnement à Netflix. Ça serait pas mal non plus. 2, créer un problème pour mieux le solutionner. Voilà. 3, la stratégie de la dégradation, ça se fait progressivement. Vous savez, on ne va jamais vous dire la chose directement. C'est ce que j'appelle du fascisme homéopathique 5CH. C'est-à-dire qu'on vous dit un petit truc, puis un petit truc, puis un petit truc, puis un petit truc. Vous avez la stratégie du différé. Voilà, souvent d'ailleurs, nimbé de dissonance cognitive. Quand vous avez deux logiques qui sont apparemment opposées, eh bien, l'esprit humain est ainsi fait que dans son champ cognitif, il est obligé d'en éliminer une. Et généralement, il élimine celle qui est partagée par le plus petit nombre. Et il va garder celle qui est partagée par le plus grand nombre. C'est la 6e clé de Cialdini, c'est la preuve sociale. Alors, j'avais dit 2 expériences. Si je reviens juste sur ce petit élément... Stanley Milgram avait fait une expérience en 69. Vous avez une personne qui pointe du doigt à un 6e étage d'un immeuble. Il y a à peu près 4% des gens qui vont s'arrêter et regarder celui qui pointe du doigt, donc c'est un effet groupal, et 10% qui regardent tout en marchant. Mais si vous en mettez 15, là vous pouvez avoir 80% des gens qui regardent en marchant et vous avez 30% qui regardent. Ce qui prouve bien, si vous voulez, qu'on a un degré de manipulation, de suggestibilité qui est quand même extrêmement important. Donc la preuve sociale est extrêmement importante. Et Gandhi le disait très bien, une vérité partagée par une seule personne reste une vérité, un mensonge partagé par 7,7 milliards de personnes reste un mensonge. Et vous voyez bien qu'on a fait une nouvelle trouvaille, c'est le vrai démocratique. Plus il y a de gens qui croient à une chose, plus on a une véracité sur la chose proposée. Non. Alors, les autres stratégies, c'est s'adresser au public comme un enfant en bas âge. En gros, on s'adresse à nous comme des petits-enfants, on va être réprimandés. Et c'est toujours la faute, on est en victimisation. Hein. On n'a pas respecté les règles de distanciation sociale. Ce sont les jeunes, alors ça revient sur le jeunisme, qui font des fêtes, qui propagent, il y a des clusters partout, etc. Vous avez... un autre aspect qui est, je fais rappel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, c'est ce qu'on avait encouragé l'ignorance, voilà, et ensuite amener les gens à être de plus en plus en manque d'informations, ce qui les rend pas bêtes dans l'absolu, mais comme je dis souvent, ce qui fait qu'un sujet devient citoyen, c'est quand il est informé. On pourrait dire qu'un citoyen sans information devient un sujet avec information devient un citoyen. Alors tout ça est nimbé de statistiques, comme disait l'économiste Alfred Sauvy, l'être statistique est un être très fragile, torturez-le et il vous dira tout ce que vous voulez entendre. Donc c'est facile de torturer les chiffres, vous avez vu, entre les gens qui sont testés positifs au bout de 50 cycles et qui sont considérés comme malades. Non, ils sont faussement ou vrais, un vrai positif ou un faux positif, mais ils ne sont pas forcément contaminants. En plus, pas de chance, il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que quand on est vacciné, on émet 6 fois plus de particules virales, donc on n'est plus, on va dire, contaminant. Et même au Moyen-Âge, quand vous regardez, on prenait soin de séparer les gens contaminés des gens non contaminés. Donc c'est presque une régression, si vous regardez l'histoire de la peste, etc., on a mélangé évidemment les gens ensemble, ce qui est une totale incohérence, et surtout on refuse de faire de la comparaison.
Or, par définition, la science doit éviter le nombrilisme, sinon vous êtes dans un système dogmatique et vous avez le droit d'avoir des hypothèses. Après tout, on aurait pu considérer que ce qu'on a mis en France, c'était ce qu'il fallait faire, mais quand on voit d'autres pays, la réaction, etc., ça amène réflexion. Et quand il n'y a pas de réflexion, c'est là on rentre dans un système dogmatique et totalitaire. Alors je vous renvoie vers les bons auteurs, notamment Hannah Arendt, qui disait que quand un système devient totalitaire, c'est tous les rouages de la société qui est touché, c'est ce qu'on commence à voir en France, tous les rouages, alors que le fascisme, c'est un peu un culte de la personnalité, mais ça épargne certains aspects de la société, et puis surtout, il y a une inversion des élites. C'est-à-dire, tout est inversé. Alors effectivement, c'est là où je parle de théâtre à la Ionesco, parce que je me disais, finalement, si on veut, sans jouer Madame Irma, avoir une chance de tendre vers la vérité, tout ce que le gouvernement vous dit, vous l'inversez. Et assez rapidement, je ne vais pas donner des statistiques, mais 8 ou 9 fois sur 10, si vous inversez, vous avez la vérité. Faites l'expérience, vous verrez. Et ça, c'était typiquement ce qui caractérise... moi, j'avais dirigé dans les années 90 des mémoires de gens qui avaient vécu dans l'ex-URSS et puis qui avaient vécu dans les pays de l'Est. C'était incroyable ce qu'il nous racontait, notamment un Roumain qui était ingénieur chimiste. Il avait fait l'université Stéphane Georgiou, qui était l'élite du pays. Et puis quand le régime de Ceausescu s'est effondré, il est arrivé à Paris. Ça n'existe plus, malheureusement, Gibert a fermé. Et là, il ouvre un livre de terminale, il s'aperçoit qu'il ne comprend pas. On lui avait formé une chimie théorique avec des équations à n'en plus finir, mais des équations qu'on pouvait trouver dans un orage de terminale, il ne les comprenait pas. Donc il m'expliquait que quand il arrivait dans une usine, en tant qu'ingénieur, il était complètement incapable de résoudre les problèmes qui se posaient dans l'usine, et on lui disait, écoute, c'est pas grave, si tu vas espionner, on t'aidera. Si tu veux pas espionner, être complaisant avec nous, on t'aidera pas. Et il m'expliquait comment progressivement les gens étaient arrivés, et lui, pour s'en tirer, il s'est inscrit en licence de philosophie, parce qu'il était tellement formaté, c'était oui à Ceausescu, jamais peut-être, et le non, c'était une terreur, donc il ne savait pas argumenter. Et la première fois qu'il était monté dans une voiture avec un copain, on le voit, il prend sa ceinture de sécurité, il la met comme ça pendant à peu près 1 heure. On lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il nous répond, c'est pour que le policier voit bien que je l'ai. C'est pour vous dire comment il était dans une terreur. Voilà, il m'expliquait qu'il était dénoncé, il avait été dénoncé par son frère, enfin c'était même dans les couples, ça se dénonçait. Donc c'est ce qu'on voit arriver, c'est-à-dire, et le père de Monica qui nous a quittés cette année à 102 ans, il nous avait dit à l'arrivée de Sarkozy, parce qu'il avait ressenti la même atmosphère qu'il y avait dans les années 30, vous voyez, où progressivement s'est installée une certaine conception du monde et qui a amené le régime de Vichy, etc. Il avait senti ça, il avait reconnu le parfum. Alors, ce qui est quand même extrêmement positif, moi je trouve, c'est qu'on a amené à faire un travail d'introspection. C'est-à-dire que là, c'est un bilan qui nous est proposé. Si je fais un bilan au niveau pédagogique, non. On voit bien qu'on n'a pas du discernement. Et l'université a raté, me semble-t-il, sa tâche. Un individu, ce n'est pas simplement une technicité, c'est aussi avoir des outils pour comprendre le monde dans lequel il vit. Alors, pour reprendre un terrain qui nous est commun, les vrais polytechniciens, c'est les hommes et les femmes qui vivent dans une culture traditionnelle, parce que tout le monde comprend ce que l'autre fait. Évidemment, vous ne serez pas un aussi bon chasseur que le chasseur professionnel, mais vous pouvez le remplacer au pied levé. Vous allez mal chasser, mais vous pouvez le faire. Mais si vous regardez dans nos sociétés, on est incapable. Il suffit de, chaque année, ça me fait sourire, quand on annonce les titres qui récompensent les prix Nobel, il y a des fois, on ne comprend même pas. Donc, on nous a mis dans une espèce de soumission. La discipline nous a aiguillés dans certaines compréhensions de notre corps professionnel, mais en dehors de ça, on ne comprend pas. Ce n'est pas normal, par exemple, qu'un physicien ne comprenne pas l'économie et vice-versa. Vous voyez, dans les débats qui nous intéressent, est-ce qu'il y a
une vraie compréhension pour des gens spécialisés, un historien sur les vaccins à ARN messager. Vous voyez bien qu'on n'a pas une culture de base. Et ce qu'il faudrait dans la pédagogie, c'est pour ça que j'ai créé une école qui s'appelle l'unité du savoir, c'est qu'il faut donner les bases à chacun. Et ce n'est pas si difficile que ça de donner l'esprit de la discipline. Parce que comment avoir un débat citoyen si on ne comprend pas les grands enjeux de la société? Vous voyez, il y a des tas de gens, ils ne savent pas ce que c'est un ARN messager, donc comment voulez-vous qu'ils se prononcent? Soit ils font confiance au gouvernement, soit ils ne font pas confiance au gouvernement. Or, effectivement, on s'aperçoit que dans nos vies, on a fait des postulats, on a mis des postulats, je devrais dire ça comme ça, qui ont rendu notre vie cohérente, notamment un gouvernement, on a fait une projection paternaliste, et un gouvernement, il nous vaut du bien. Mais on devrait lire Le Prince de Machiavel, puisque Machiavel nous dit que le prince, en tant que prince, n'est pas soumis à la loyauté. Il n'est pas tenu à être pieux, ni bon, ni correct, ni loyal, ni respectueux de la loi, mais toutefois, il doit paraître ainsi, car il sauve la morale et la légalité, il les empêche d'être ruinés, car ce sont les supports de la société. Sans elles, dit-il, il serait impossible de gouverner. Donc voilà, tout est dit, il y a plus de 5 siècles. Donc évidemment, beaucoup de gens ont été choqués, et c'est pour ça qu'il y a un petit temps d'adaptation, de découvrir que nos gouvernements pouvaient devenir nos ennemis. Et ce qui m'avait frappé, j'ai à un moment donné pas mal travaillé au Brésil, c'est de voir la conscience politique qu'avaient les Brésiliens, parce qu'ils ont connu les dictatures, ils ont connu des gouvernements qui étaient contre eux. Nous, on a cru que c'était fini. On est dans l'illusion, vous savez, on a imposé, on a greffé, vous voyez, une démocratie sur un territoire, et ça y est, la greffe a pris, c'est indélébile. Ben non, ça s'entretient. Il faut qu'à un moment donné, il y a un principe de résistance. La liberté, ben, elle n'est pas donnée une fois pour toutes, il n'y a pas d'acquis sociaux. Et puis, on peut se demander vraiment si les 3 mamelles de la République, liberté, égalité, fraternité, n'ont pas été, comme on dit à Marseille, une couillonnade. Parce que si on les prend séparément, la liberté livrée à elle-même, bah, ça entraîne quoi? L'oligarche, le plus fort, peut opprimer le plus faible. Donc, pris séparément, la liberté débouche sur un totalitarisme de droite. Maintenant, l'égalité, bah, si vous gommez les spécificités des gens, vous êtes dans une uniformisation. Et ce n'est pas non plus démocratique. On est dans un totalitarisme de gauche. D'ailleurs, il y a toujours des inégalités dans une société. On sait très bien que dans l'ex-URSS, il y avait des apparatchiks, et il y en aura toujours. Donc, c'est l'uniformisation pour le peuple et des différences pour les dirigeants. Quant à la fraternité, bah, c'est elle qui humanise et harmonise liberté et égalité. Et ce qu'on est en train de vivre, c'est la fusion du capitalisme et du communisme. Donc, ce qui passe, c'est ce que nous propose Georges Soros, c'est un État providentiel de type socialiste. Ben, vous faites croire ça à qui? C'est comme Bill Gates quand il dit qu'il fait du capitalisme philanthropique. Vous voyez bien? Alors ça porte un nom. Alors si on est dans un langage plus philosophique, ça s'appelle des dyades ou des énantios, c'est-à-dire liberté est incompatible avec égalité. Donc ces 2 logiques ne peuvent pas cohabiter sans qu'il y ait un 3e terme, c'est la fraternité. Mais c'est les pays les moins développés qui ont plus mis en avant la fraternité, mais nos pays à nous ont développé plutôt l'individualisme. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, le 3e tiers ne fait plus équilibre entre liberté et égalité. Donc, en fin de compte, ce qu'on vit, c'était déjà prévu, puisque moi je me souviens, à l'époque, vous avez les entretiens de Bilderberg, on nous disait qu'il fallait une identité internationale unique, on y est. Il fallait un contrôle centralisé des gens, on y est. Il fallait une croissance à taux zéro, on y est. Il fallait un chaos permanent, on y est. Il fallait un contrôle centralisé des pédagogies, on y est. Il fallait un contrôle centralisé des politiques nationales et internationales, on y est. Il fallait une expansion du pouvoir de l'ONU, un renforcement de l'OTAN, bah, bon, on n'y est pas encore, mais enfin on sent que ça tiraille. Il fallait une juridiction unique, c'est ce qu'ils veulent faire. Et il fallait un gouvernement de type socialiste, de type providentiel. Voilà. Donc, on y est. Donc, c'est la fusion du capitalisme et du communisme. Et c'est assez je vous passerai la parole après, c'est la loi du balancier, vous voyez. On a tellement été loin, et volontairement loin, dans les idéologies
on va dire, en isme, qu'à un moment donné, quand l'ex-URSS s'est effondré, le balancier est passé vers le matérialisme. Et donc je me souviens, quand l'ex-URSS s'est effondré, tous les livres de Marx ou comment dirais-je, les auteurs marxistes étaient bradés à 50 centimes d'euros ou 1 euro. Vous pouviez vous faire une bonne collection. Alors, le marxisme est une excellente école historique. Les applications sont plus discutables. Et il y a une anecdote qui, à mon avis, m'a fait beaucoup réfléchir. Alors, je vous laisserai trancher. On raconte que Max Weber et Schumpeter, étant tous les deux amis, l'un étant un économiste reconnu, et Max Weber, c'est le père de la sociologie, se voient dans un café au moment où la révolution de 17 vient d'éclater. Et Max Weber, qui est plutôt de formation philosophique, a un raisonnement en disant « mais ça ne pourra pas marcher », et lui, il prend appui sur la dialectique matérialiste. Et Schumpeter dit « oui, c'est pas grave, il faut laisser faire ». Alors, Max Weber dit « pourquoi vous dites ça ?» Parce que ça prouvera que seule l'économie capitaliste est viable. Voilà, seule l'économie capitaliste. Alors, vous voyez, on est dans une forme de folie, dans une émission, je le détaillerai plus, mais on confond l'unité, qui est la somme des complémentarités, avec l'uniformisation. Mais en physique, vous avez une source chaude et une source froide. La source chaude donne généreusement sa chaleur à la source froide, et au bout d'un moment, les deux sources deviennent tièdes, et le système est considéré comme mort. Il n'évolue plus. D'accord ? Il n'évolue plus. D'ailleurs, dans ce sens, les marxistes voulaient abolir la lutte des classes, mais s'il n'y a plus de lutte des classes, il n'y a plus de moteur de l'histoire. Donc il n'y a plus d'histoire. Et on arrive à la fin de l'histoire, c'est ce qu'ils veulent nous imposer, la fin de la nature humaine, l'humaine nature. Ensuite, tout le monde sait en écologie que s'il n'y a pas une biodiversité, c'est pas possible. L'évolution, la nature a cultivé la biodiversité dans une forêt, etc. La monoculture, c'est pas prévu par la nature. Donc s'il y a des biodiversités au niveau du monde animal et végétal, pourquoi il n'y en aurait pas au niveau des cultures et des langues ? Dans la galaxie des langues, chaque langue est une étoile. Si une étoile disparaît, ça atteint gravement la biodiversité. Ça aussi, ça ne va pas. Et puis, c'est presque prévisible ce qu'on vit. Je vais me permettre de faire, alors ça c'est plutôt la casquette du physicien, une petite intrusion dans la thermodynamique. Si vous allez voir, c'est assez simple à comprendre, une plaque chaude et une plaque froide, d'accord ? Vous avez une différence de température, donc il y aura un transfert thermique, d'accord ? Si entre les deux plaques, vous mettez un liquide comme de l'huile, le transfert thermique va entraîner avec lui les molécules d'huile. Donc elles vont passer de la plaque chaude vers la plaque froide, et comme c'est plus froid, la densité est plus importante, donc les molécules qui vont rejoindre la plaque froide seront plus lourdes et vont redescendre d'où elles sont parties. Et donc vous pouvez qualitativement imaginer qu'il va y avoir un mouvement de rotation. Alors on pourrait se dire, on va augmenter la température, et puis ça va être de plus en plus une agitation, puis à un moment donné, ça sera le chaos. Comme disait le général de Gaulle, la chienlit. Non, pas du tout. À partir d'une température critique, il apparaît un ordre dans le désordre. Alors, ce qui est intéressant, on appelle ça une structure dissipative, c'est-à-dire que le liquide, il veut se réguler de cet excès de température. Et comment il fait pour éliminer l'excès de température qui pourrait l'amener vers un chaos désorganisateur ? Il enferme cet excès de température dans des formes. C'est ça qu'on appelle des structures dissipatives. C'est des structures qui émergent spontanément du liquide à partir du moment où vous avez atteint une température critique. Et elles sont dissipatives parce qu'elles ont pour but de dissiper l'excès de chaleur qui est enfermé dans des formes. Et quand à un moment donné il apparaît ces structures, on dit qu'il apparaît un ordre dans le désordre. Et ces cellules ont la particularité, si la première tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la deuxième tournera en sens inverse, donc il y aura un mouvement alterné. C'est tout ce qui sera impair, 1, 3, 5, 7, 9, tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui sera pair, 2, 4, 6, 8, va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça ne vous rappelle pas les deux choix qu'ils nous ont proposés, le grand réveil et le grand reset? C'est le même objectif, sauf que dans un cas, vous avez fait un reset, tout le monde est appauvri. Vous voyez ce que je veux dire? On a un revenu universel, on perd nos libertés, etc. Ça tourne dans un sens totalitaire. Vous êtes bien d'accord? Si vous tournez en sens inverse, c'est le grand réveil. Au contraire,
vous allez amener les populations à retrouver leur créativité et à reprendre leur souveraineté. Donc, ça m'a amené à réfléchir en me disant, ce que je ne voulais pas faire au départ, finalement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens, ils sont sur, on va dire, des gammes émotionnelles particulières. C'est souvent la colère, la peur, parfois la tristesse. Il y a un psychologue allemand, qui est le père de la dynamique des groupes, Kurt Lewin, disait qu'un groupe, c'est un champ de force où existent deux tendances, on va dire, deux forces. La première, c'est la force, on va dire, de rénovation, et l'autre, c'est la force de conservation. C'est deux forces antagonistes. Et donc, en fonction de ces forces, vous avez un équilibre quasiment stable. Puis il y a des fois, c'est la force antagoniste qui l'emporte, et c'est là, effectivement, il y a un changement de régime. Puis il y a des fois, c'est la force conservatrice qui l'emporte, et là, il n'y a pas de changement de régime. Ce qu'on nous propose, c'est une fausse révolution. Et comme je le rappelais, j'avais cherché vraiment une bonne définition un jour de la révolution, et la meilleure définition que j'ai trouvée chez un écrivain provençal qui s'appelle Pagnol. Et le jeune Pagnol demande à son père, dit « Papa, c'est quoi la révolution ?» Alors son père lui dit « Révolution, étymologiquement, ça veut dire quelque chose qui tourne. » Ah oui, mais alors pourquoi ça tourne? C'est simple, mon fils, il y a ceux qui ont la tête en bas et qui voudraient avoir la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue un demi-tour, la roue de la révolution. Mais quand ils auront la tête en haut, il y en a d'autres qui ont la tête en bas et qui voudraient bien avoir, comme les précédents, la tête en haut. Donc ils vont faire à la roue un demi-tour. Donc de demi-tour en demi-tour, de tête en haut en tête en bas, la roue de la révolution change. Alors, je me souviens d'un débat avec Edgar Morin, et à un moment donné, vous avez des fois des sortes de fulgurances, vous ne savez pas d'où ça vient. Je lui dis, mais on ne peut pas avoir une révolution qui réussit si on change l'extérieur avant d'avoir changé l'intérieur. Vous êtes d'accord? Voilà, et la révolution de 17 a maintenu les Russes dans un état intérieur qui était proche des moudjiks. Ça n'a pas vraiment changé. On a changé les structures économiques extérieures. On s'appelait camarades, mais intérieurement, ça n'avait pas changé. Et c'est pour ça que ça a été souvent des échecs, les révolutions. Et donc, cette fois-ci, ne loupons pas le coche. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité d'aller fouiller à l'intérieur de nous pour être confronté à tout un tas de choses qu'on ne veut pas voir. Clarice Lispector disait « À peine rentré en moi que je veux déjà en sortir, prise de panique. » Donc, avec ma femme, on a vu des gens, alors c'est intéressant, vous voyez, comme quoi des fois, on fait des projections bêtes. On se dit, tiens, celui-ci, ça va être difficile. Non, il est résistant, il ne met pas son masque. Et puis ceux que vous croyez résistants, ils mettent leur masque. Moi, j'ai des amis, ils sont médecins, il y en a un, il est terrorisé, il met son masque, etc. J'aurais jamais pensé, ça, si j'avais fait un pari sur lui, j'aurais été ruiné, quoi. J'aurais jamais pensé. Il est tombé dans une tourmente émotionnelle. Alors, effectivement, pour qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'on passe par ça. Est-ce que tout ça n'est pas orchestré par une sorte d'intelligence supérieure, une main invisible, aurait dit Adam Smith, un grand esprit qui, finalement, nous amène à vivre intérieurement des choses qu'on n'aurait pas eu le courage de vivre ou l'opportunité de vivre. Et en ce sens, chacune de nos vies est une sorte d'Athanor où on vit des choses. Et on est amené à se positionner. Et je rappelais une phrase de Jean-Paul Sartre qui avait donné lieu à de nombreuses polémiques. Jean-Paul Sartre a dit « On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation ». Alors vous pouvez imaginer comment il ose dire ça. Il y a les nazis, ils voulaient dire « Non, on devait choisir ». Ou bien vous étiez un collaborateur, ou vous étiez dans une résistance passive ou active. Mais c'était, quand les régimes comme ça sont très particuliers, on va dire, il y a plein de turbulences, on doit se positionner. Et un autre auteur, Primo Levi, disait c'était quoi un nazi? C'est pas un monstre sanguinaire, hein. C'est ce que dit Hannah Arendt, la banalisation du mal. Elle part pour faire l'état du procès de Eichmann à Jérusalem. Et dans sa tête, c'est un monstre sanguinaire, c'est un gars qui est monstrueux, c'est un cas psychiatrique et tout. Puis elle voit un Allemand impeccablement cravaté qui répond poliment et qui n'arrête pas de dire « je n'ai fait que mon travail ». J'ai été un parfait administratif zélé, quoi. Donc elle a appelé ça la banalisation du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Primo Levi dit
C'est quoi un nazi? C'est quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. C'est pas un monstre, il a perdu son principe de résistance, et si vous voulez coller à l'équilibre du système, c'est ce qu'avait montré Georges Devreux, vous devenez malade, puisque le système, il est malade. Alors, ce qui est intéressant dans nos sociétés, c'est de regarder comment on traite les gens qu'on considère comme dangereux pour la société. Alors, il y avait les délinquants ou les gens qui sont des cas psychiatriques. Alors, il y a les prisons, les hôpitaux psychiatriques pour ces gens-là. Mais dans les sociétés traditionnelles, si quelqu'un est pas bien ou se laisse aller à un acte délictueux, on réfléchit sur ce qui ne va pas dans notre société, ce qui a amené ce genre de dérapage. Et nous, on ne fait jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, comme disait Michel Foucault, c'est surveiller et punir. On repère la personne, paf, on l'enferme, on la punit. Donc c'est une autre façon de voir. Ensuite, ce qui est intéressant, parce que avec Emma Cruzy, on a d'abord décidé de faire 10 émissions sur l'ingénierie sociale. Donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, je pourrais donner d'autres détails. Et ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où effectivement, je reprends ma casquette de physicien. Pour moi, mon travail essentiel de physicien, le plus original, ça a été de proposer une autre modélisation du temps. Alors ça, c'est très intéressant, parce que s'il y a bien un paramètre auquel vous ne pouvez pas toucher, c'est le temps. Et Henri Michaud disait même les plus révolutionnaires n'osent violenter le temps. Et donc, à partir du moment où vous osez violenter le temps, qui est considéré depuis Newton comme quelque chose, on ne sait pas quoi d'ailleurs, qui s'écoule à vitesse régulière, sans accélération ni décélération, vous pouvez très bien envisager des temps qui s'écoulent plus rapidement que le présent, des temps qui s'écoulent plus lentement. On pourrait d'ailleurs faire une formation, un jour, conférence-formation là-dessus. À partir de là, on arrive dans la multiplicité des temps et on est tous dédoublés. Alors, on a tous la possibilité de vivre simultanément ici et dans un autre temps. C'est ce que j'appelle un double. Alors, les Égyptiens, dans l'Antiquité, l'appelaient le cas. En Afrique, je me souviens d'un petit déjeuner épique où, à une époque, je travaillais sur un vaccin pour le sida. Et puis, je participais à un congrès à Washington. Alors, il y avait deux grands buffets, le buffet des Africains et le buffet des physiciens. Alors, évidemment, moi, j'en avais un peu marre parce que les physiciens, au bout d'un moment, voilà, j'avais été voir un Africain, on discute avec lui, il me dit « Ah oui, c'est intéressant, je vais demander au ministre, il était camerounais, de la Santé. » Et je le vois le lendemain matin, je lui dis « Ça y est, vous l'avez eu ?»« Oui, mais je l'ai eu avec mon double, c'est bon, c'est OK. » Alors moi, à l'époque, j'avais dit « Ah bon, vous êtes sûr ?» C'est comme, petite anecdote, la première fois où j'ai vu vraiment les paramètres de l'occidental rationnel bête et borné, le RBB, vous savez, c'était après une petite conférence sur une télévision de Brasilia. Il y a un économiste, il était professeur d'économétrie à l'université de Brasilia, il était aussi ambassadeur, il parlait un français impeccable, donc il me traduit du français en portugais, en brésilien. Puis je le remercie, je vais au restaurant. Et là, c'est spectaculaire, il enlève sa cravate, il la met dans sa poche, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur les extraterrestres ?» Alors, je fais un bond, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Alors après, il enchaîne, il me dit, dans l'enthousiasme, « Ce soir, on fait une soirée à Allan Kardec. Il y aura le président de l'université. Vous êtes des nôtres ?» Et je fais un deuxième bond. Et alors, il me regarde un peu triste, un peu comme un entomologiste regarderait un insecte, vous voyez. Il fait « Si vous voulez, demain, je fais un cours d'économétrie. C'est plus dans vos cordes. » Alors, finalement, nous, on n'a pas le droit d'avoir une double rationalité. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai un peu comme Jean-Dominique Michel qui a écrit sur le chamanisme, j'ai créé un DU à Paris qui se faisait au Kremlin-Bicêtre, et puis on dépendait d'une grosse université où il y a des sciences dures. Et à un moment donné, on a voulu faire un colloque sur le chamanisme. Oh, ça n'a pas loupé. 3 mois après, le diplôme était supprimé. On ne peut pas avoir une double rationalité simultanément. C'est l'une ou l'autre. Vous pouvez vous intéresser aux tables tournantes quand vous avez pris votre retraite, mais tant que vous êtes en activité au CNRS, si vous voulez avoir une quelconque progression, vous n'avez pas intérêt de dire que vous faites tourner les tables. Voilà. Et donc, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que est-ce que l'homme est rationnel? Non, il est rationalisant. Vous voyez bien, et tout autour de nous nous montre qu'on est dans des équilibres précaires. Et que c'est comme une sorte de bouffée délirante que nous vivons. D'ailleurs, le docteur Colomb,
qui avait beaucoup travaillé en Afrique et qui a eu l'intelligence d'appliquer, il était psychiatre, la psychiatrie à l'occidentale avec la pensée africaine, il vous dit que là-bas, les bouffées délirantes, ce n'est pas de la schizophrénie, c'est normal. À un moment donné, vous avez une bouffée délirante, c'est normal, vous avez une information qui vient, puis après, ça disparaît. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si vous regardez, qu'on est en total délire, quoi. Mais du délire. Et Gilles Deleuze disait que l'homme est une usine délirante, mais jamais je lui donne autant raison. C'est une usine à délire, parce qu'on n'est pas équilibré à l'intérieur. On a tellement été oppressé. Regardez, on n'apprend pas à gérer ses émotions quand on est enfant. Vous avez des... il y en a qui sont déjà dans la future humanité, mais on n'apprend pas, on a des émotions parasites. Alors vous êtes enfant, vous vous rendez compte que si vous criez, vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez obtenir. Si vous pleurez, vous l'obtenez. Donc déjà, vous partez avec ça en tête, et puis adulte, vous allez l'utiliser. Après, vous allez utiliser régulièrement l'émotion qui vous permet d'avoir ce que vous voulez, quoi. C'est les émotions raquettes. Et puis après, regardez comment un enfant, quand il se met à pleurer, on lui dit tu es un grand garçon, tu ne devrais pas pleurer, tu devrais avoir honte de pleurer comme ça. Tu pleures sans raison, mais je vais te foutre une claque, tu vas savoir pourquoi tu pleures. Puis après, il y a le pansement, vous voyez, je veux dire, si tu pleures pas, tu auras un bonbon. Ou on va recadrer, l'enfant va entendre, cet enfant, il pleure, mais parce qu'il est fatigué, il n'a pas assez dormi. Et on n'arrive pas à gérer nos émotions, donc ça s'accumule. Mais une émotion qui souvent sous-tend un besoin, on ne peut jamais se débarrasser d'un besoin ou d'une émotion. Elle est comprimée, à un moment donné, elle s'exprime. Et c'est exactement ce qu'on voit. C'est-à-dire que la force, me semble-t-il, de certaines cultures, je pense en Afrique, c'est qu'ils ont cette possibilité d'expression. Comme ils ont un monde invisible, ils peuvent avoir une espèce d'extériorisation. Et nous, on a tout intériorisé. Donc on a une espèce de cocotte minute qui est arrivée au bout, et elle est en train de s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est assez facile à comprendre, finalement. L'enjeu des pays européens et d'autres pays, c'est d'avoir un maximum de gens vaccinés. À partir du moment où il y aura un maximum de gens vaccinés, il y aura de nouvelles normes. Bien d'accord ? Il y aura la norme des gens vaccinés qui auront un avantage sur les non-vaccinés. Et à partir de là, on va diviser la société, puisque c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel d'économie Joseph E. Stiglitz qui nous dit 1% de la population, on peut y faire confiance en plus, interrogé par un journaliste Tadei, et qui l'accusait d'être communiste. Et il s'est énervé en disant « Je gagne tant par mois ». Il a donné son salaire qui était assez impressionnant. Il lui a dit « Si vous appelez ça un communiste, je ne sais pas ce que c'est ». À partir du moment où lui disait qu'il fallait simplement réguler l'économie pour sauver le capitalisme, il était taxé de complotiste et de communiste. Donc, 1% détient tous les pouvoirs. Donc, ça veut dire que, comment on fait ça ? Il faut diviser les gens, facile à comprendre. Donc, en France, on a, comme je suppose en Suisse, il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-masques, les anti-masques, les pro-Raoul, les anti-Raoul, les pro-hydroxychloroquine, les anti-hydroxychloroquine, les pro-Macron, les anti-Macron. On n'est plus du tout dans la dialectique gauche-droite, on a les mondialistes et les nationalistes. Et donc, on a fait qu'une succession de divisions, de sous-divisions, etc. Et puis, l'ingénierie sociale, qui est l'art de manipuler les foules. Alors, elle vient d'où ? C'est le neveu de Freud, Édouard Bernays, qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé par la suite, lui, il parlait de l'opinion publique, comment on pouvait influencer l'opinion publique, de ce qu'on a appelé par la suite l'ingénierie sociale. Le terme est fort, ingénierie, vous voyez ce que ça entraîne ? C'est-à-dire qu'on peut prévoir le mouvement des foules. Mais effectivement, avec tous les réseaux sociaux, on peut prévoir le mouvement des foules, parce qu'on est au courant, pratiquement heure par heure, de ce qui s'échange. Voilà. Et donc, chez un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, Isaac Asimov, il y a un personnage qui s'appelle Harry Seldon, qui a inventé la psychohistoire, c'est la prédiction mathématique du futur. Donc vous pouvez imaginer qu'à partir du moment où une civilisation sur une planète a cette capacité, elle prend le pouvoir. Donc, c'est intéressant de voir que depuis une vingtaine d'années, ça n'a fait que s'accentuer. Les gens sont de plus en plus coupés de leur passé.
d'accord? Et ce n'est pas de leur faute, on leur enseigne plus l'histoire, ils ne savent plus comment on vivait autrefois, et ça va de plus en plus vite, d'accord? On est une sorte d'instant éternellement instant. La seconde s'est pulvérisée en attoseconde, et donc on est en permanence, on navigue à vue. Et on ne peut pas anticiper. Or, comme disait Tocqueville, gouverner, c'est anticiper. Et qui anticipe? Le gouvernement profond. Et vous ne pouvez pas anticiper parce que vous êtes en permanence... c'est la stratégie de la Reine Rouge. Vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Rouge, elle passe beaucoup de temps et elle fait beaucoup d'efforts pour rester à sa place parce que le sol sur lequel elle est avance. Vous avez remarqué, quand vous êtes sur un tempo roulant, c'est ce que vous êtes obligé de faire si vous voulez rester à la même place. Des fois, vous êtes obligé de bouger. Voilà, pour essayer à peu près de rester à la même place. Si, par exemple, vous avez une place qui change en permanence, vous êtes obligé de pédaler, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé sans s'en rendre compte. Vous voyez, la vision systémique de la société, c'est qu'il doit y avoir des très pauvres, des sans domicile fixe, alors ça fait peur, et puis il doit y avoir des très riches, et ça fait rêver. Et vous êtes un curseur entre les plus riches et les plus pauvres. Vous avez peur de rejoindre le rang des pauvres, et puis vous voudriez rejoindre le rang des riches. Et donc, vous acceptez l'inacceptable, c'est des peurs, c'est le chantage du travail, de perdre son emploi, de ne pas pouvoir payer ses factures, etc., etc. Donc, ça s'est mis en place progressivement, et le fait qu'on ne puisse pas anticiper a été une opportunité formidable. Alors, Édouard Bernays va travailler d'abord dans la publicité, c'est l'art d'influencer quelqu'un pour qu'il achète un objet, peut-être qu'il ne mettra jamais, mais en tous les cas, c'est one shot, hein, on sait comment l'appâter. Et il va faire un premier grand coup, il va organiser des retraites au flambeau des brigades de la liberté. C'est-à-dire, il prend des femmes qui vont avoir une flamme, et le but, c'était de les amener à fumer. Donc le cerveau fonctionnant par association, une femme qui fume est une femme moderne, une femme qui fume est une femme libérée. Donc si une femme veut être crédible dans son temps, elle doit fumer. Alors qu'avant, une femme qui fumait était une femme de mauvaise vie. On tolérait que George Sand fume, mais c'était quand même particulier, mais une femme qui fumait, non. Si elle était issue de la bonne société, elle ne devait pas fumer. Et c'est comme ça qu'il a commencé à comprendre comment on pouvait utiliser Hollywood, puisque Marlène Dietrich va être un formidable relais, qui va utiliser la cigarette avec le fume-cigarette, hein, l'ange bleu, et puis les magazines. Donc il fait une campagne avec les magazines de presse de l'époque, où on voit ces femmes qui ont une flamme dans les mains et qui prétendent vouloir avoir les mêmes droits que l'homme, etc. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire doubler ou tripler les bénéfices pour les compagnies de tabagie. Et il va définir ainsi l'ingénierie sociale, la manipulation, dit-il, consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses est à la base de la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. C'est ce qu'il dit dans son ouvrage de base, Propaganda, 1928. Vous pouvez le trouver d'ailleurs, il vaut 13,50 €, c'est pas mal. Et ça a été le livre de chevet de Goebbels, ça a été le livre de chevet d'Obama. Tous les présidents américains ont lu, puisque effectivement, c'est le manuel de base pour influencer les foules. Et donc, vous voyez bien qu'on est déjà dans une approche marchande. Un pays, c'est des gens. Ce n'est pas des individus, c'est des objets. Et il faut manager comme on managerait un hypermarché. Donc il faut faire des campagnes publicitaires, il faut les orienter dans un certain sens, etc. etc. Et donc, dans l'ingénierie de l'opinion, il va dire « celui qui comprend la logique et les mécanismes qui règlent le comportement d'un groupe peut les manipuler, il va même dire les enregimenter à son insu, à leur insu et à son goût. » Alors malheureusement pour le gouvernement profond, il est devenu visible. Et ça, c'est parce qu'une gouvernance invisible, ça a plus d'efficacité qu'une gouvernance visible. Et le fait de rendre visible l'invisible, hein, c'était la phrase de Paul Klee, rendre visible l'invisible, ça change beaucoup de choses. Donc ça a quand même été quelque chose qui a été très pénalisant pour le gouvernement profond. D'ailleurs, vous voyez, le fascisme, vous voyez qu'on appelle ça Staline, Hitler, Caudillo, etc., vous le voyez. Mais là, vous ne voyez pas qui gouvernait. Vous aviez que des fantoches.
Et donc, un autre auteur qui s'appelle Serge Tchakolkin a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle Le viol des foules et la propagande politique. Il montre que finalement, il y a 4 pulsions archétypales qui animent tout individu en société. Il y a, premièrement, la peur. Donc la peur, c'est le cerveau reptilien, je reviendrai dessus. Ça, c'est un cerveau qui est beaucoup mis en avant. 2, il y a l'intérêt matériel immédiat. 3, il y a l'intérêt pour le sexe au sens général du terme. Et puis, il y a le besoin de normes et de sécurité. Alors, par exemple, la publicité a beaucoup utilisé le côté sex appeal, glamour, etc. Et là, on utilise la peur et le besoin de normes et de sécurité. Ça fait partie de la pyramide des besoins de Maslow. Et si vous prenez tous les étages de la pyramide des besoins de Maslow, pour beaucoup de gens, c'est remis un peu c'est mis en péril. Le premier étage, c'est les besoins primitifs, manger, dormir et boire. Ah oui, mais si les gens ils trouvent plus de nourriture, ils ont peur de plus pouvoir gagner leur vie, voilà, ils sont un peu inquiets. Deuxième étage, c'est le besoin de normes et de sécurité. La norme et la sécurité, c'est nécessaire. Pourquoi? J'ai beaucoup réfléchi sur le fait pourquoi les gens, quand ils sont désignés complotistes, il y a une espèce de réaction, on est mal à l'aise. Tout simplement parce qu'on a tous besoin d'une appartenance au groupe. Et quand on vous déclare complotiste, c'est comme dans une société traditionnelle, si vous avez éjecté de la société, c'est la pire des punitions. C'est pire que d'aller en prison. Vous ne faites plus partie de la société. Donc déclarer quelqu'un, au début tout le monde disait « je ne suis pas complotiste », mais vous comprenez que c'est pour un individu, son besoin, c'est une appartenance au groupe. Quand vous êtes déclaré complotiste, après ça s'est décliné, négationniste, etc., vous n'appartenez plus au groupe. Après, vous avez le besoin de, je dis, appartenance, amour, et puis l'estime de soi. Une société, quand elle est à son apogée, elle devrait permettre à chaque individu d'avoir une estime d'eux-mêmes, et puis la réalisation de soi. Comment se réaliser dans un monde où on ne sait même pas ce qu'il sera dans une semaine. On est à l'attente de... Voilà. Et donc, Serge Tchakolkin dit que finalement, on a une sorte de sentiment océanique qui avait été étudié par Otto Rank. C'est cette espèce de nostalgie quand on est dans le ventre de sa mère, où on est nourri dans un milieu aqueux, détendu, voilà. Et que finalement, tout individu, quand il est dans une période particulière comme celle que nous vivons, il a besoin de retrouver cette sécurité. Et pour retrouver sa sécurité, il projette sur le dirigeant ce sentiment paternaliste, voilà, ou même parental, où il est nourri. Et c'est pour ça que c'est difficile pour certaines personnes d'aller jusqu'à ce principe qui serait « est-ce que mon gouvernement est vraiment mon ami ? Est-ce que mon gouvernement me protège ? Est-ce que si je fais une projection paternaliste sur mon président, est-ce que je peux le considérer comme un père qui est là pour me protéger ? Vous voyez que c'est le fondement d'une vie en société. C'est le fondement de la vie démocratique. Et ça, les gens le perçoivent, mais ils sont pris d'un vertige. Donc, il y a une mini-maxi schizophrénie, comme on dit. C'est-à-dire, hop, ils ne veulent pas le voir. Et la manipulation, en partie, elle vient de là. Parce que ce postulat, si vous l'abaissez, à ce moment-là, vous n'avez aucune raison de suivre les mesures du gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi on irait vers un 3e confinement si on sait qu'on ne peut plus faire confiance à son gouvernement ? Et selon les bons conseils d'Hannah Arendt, si on inverse, c'est qu'on fait un confinement pour ne pas aller mieux au niveau sociétal, mais pour enfoncer la société. Donc à ce moment-là, vous voyez, vous sortez du jeu et il faut du temps. C'est comme un enfant. En plus, vous voyez, moi j'ai été issu, comme probablement toute personne ici, avec le gouvernement, il fait de son mieux, c'est pas facile, il y a des colorations politiques, mais en gros, on a à manger, on a un boulot, peut-être pas aussi satisfaisant qu'on voudrait, mais on a un minimum de sécurité, quoi. Donc, comme quand on appelle ça les alphas, les alters, quand vous voulez programmer quelqu'un, si vous avez un tuteur, il sera tour à tour sympathique, gentil et bourreau. Et donc un enfant, quand il est soumis à un parent maltraitant, comme il dépend de lui, il dépend totalement de ses parents, pour la nourriture,
pour le logement et tout, etc., il est obligé d'établir un lien avec lui. Déjà, il est obligé d'avoir un lien, au sens propre du terme, et en plus, il est obligé d'avoir une cohérence. Donc, il y a des clivages de la personnalité, ce qui explique que dans la période que nous vivons, quand on touche au cœur central de l'édifice, parce que c'est le cœur central, eh ben, il y a des mini-maxi schizophrénie, il y a des gens qui ne peuvent pas aller là, et donc ils se raccrochent, parce que, oui, le gouvernement autrefois a été ce que j'ai dit, à peu près, mais il ne l'est plus. Donc comme un enfant qui a été tour à tour bien traité et maltraité, comment je fais? J'abandonne, ou je retrouve ma souveraineté, ou je fais encore confiance au gouvernement, tout en sachant qu'on ne reviendra jamais comme avant. Vous êtes bien d'accord? Ce qui est passé, on ne reviendra pas. On ne va pas vacciner et retourner à la situation antérieure, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on est vraiment face à notre liberté. Alors j'aime beaucoup dans un texte de Dostoïevski, les frères Karamazov, à un moment donné, le Christ revient sur terre. Donc tous les inquisiteurs sont effrayés, évidemment, le Christ y revient. Alors à un moment donné, arrive ce qui doit arriver, le grand inquisiteur est face au Christ, il provoque le Christ, il dit « Alors, tu as vu ta religion, ce qu'on en a fait? On a fait l'inverse de ce qu'il avait prôné. Parce que tu as oublié une chose, tu n'as pas compris une chose. Les gens, ils ne veulent pas être libres, ils veulent être enchaînés. Alors nous, on les a mis à fond dans les dogmes, les interdits, etc. Et regarde comme ça marche. » Voilà, c'est le problème de la liberté. La liberté, ce n'est pas une philosophie, c'est un élan, vous voyez, qui sort spontanément d'un individu et qui lui fait dire non ou oui. C'est pas, voilà, c'est avant d'être une philosophie, on peut réfléchir beaucoup et des années sur ça, mais c'est une pulsion. Et c'est pour ça que je trouve que Primo Levi, la pulsion qui fait que quelqu'un n'était pas un nazi, c'est son principe de résistance. Et en plus, vouloir être équilibré avec une société malade, c'est devenir malade. Vous êtes d'accord? C'est ça le problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est on va inverser les équilibres. Avec mon collègue Eric Navet, on considère que dans toute société traditionnelle, il y a, allez, on va dire 4 équilibres simultanés. Alors, on n'a jamais un équilibre, on tend vers l'équilibre. Hein, vous avez compris, si on atteint l'équilibre, c'est la mort. L'équilibre de soi à soi, ça vous avez compris, l'équilibre de soi aux autres, de soi à la nature et au cosmos, et l'équilibre avec le monde invisible. Mais je l'ai donné dans un sens qui est le sens, on va dire, occidental. Et ça paraît logique selon notre ethnocentrisme, je vais bien avec moi-même. Il y a des fois, d'ailleurs, je me demande pourquoi je n'ai pas divorcé plusieurs fois de moi-même. Et puis, je vais mieux avec les autres parce que je vais mieux avec moi. Puis après, l'environnement, il y a les écologistes. Le cosmos, il y a les astrophysiciens, comme disait Jean Rostand, les seuls poètes rémunérés par l'État. Et puis, il y a aussi le monde invisible. Alors là, le monde invisible... Non, il faut être rationnel, ça n'existe pas, c'est des croyances, etc. Les peuples traditionnels vous disent le plus important, c'est de s'arrimer avec le monde invisible. Parce que tous les autres équilibres en découlent. Et en ce moment, je suis en train de travailler avec les mouchkas, alors ça va vous sembler étrange, venant de la part d'un scientifique. Bien sûr, on peut écouter les effondristes et les collapsologues, qui sont des Cassandres de mauvais augure. Qui peut prétendre que le réchauffement climatique est entièrement dû au scénario qu'on nous propose, spontané? Ça ne colle pas quand vous regardez l'histoire de la Terre, lisez Vincent Courtillot ou d'autres. À ce moment-là, les Muiscas, comme les peuples de la Sierra Nevada, disent non, tout objet est double. Il a une présence ici et une présence dans le monde invisible. Ce qui est pollué, c'est ce que les Muiscas appellent bagoué et que les Kogi appellent aluna. Et si on dépollue ensemble, il n'y a aucune raison qu'ici, ça ne soit pas dépollué. Là, si vous dites ça à un effondriste et un collapsologue, c'est votre arrêt de mort immédiat. Alors, il y a une différence. Les effondristes considèrent que c'est foutu, mais ils ne veulent même pas entendre parler de la spiritualité. Les collapsologues disent que la spiritualité, ça ne mange pas de pain. En attendant, vous savez, comme sur le Titanic, on peut prier en attendant que la catastrophe arrive. Mais dans les deux cas, science et spiritualité ne font pas bon ménage. Mais comme disait Albert Einstein, la religion sans la science est boiteuse et la science sans la religion est aveugle.
Donc on est bien obligé de composer parce que ça voudrait dire qu'on serait entièrement rationnel. Quand on voit les croyances que peuvent avoir les gens, vous imaginez, les historiens, si la Terre est encore là, diront « c'est incroyable, ils pensaient qu'avec un bout de tissu, ils pouvaient échapper à des virus alors que c'était marqué sur le paquet « ne protège pas du Covid-19 ». Mais comment c'est possible ça? Vous savez, quand vous regardez... Et on revient d'ailleurs, si vous regardez l'histoire des épidémies, les lépreux, vous voyez, ils devaient avoir des crécelles, il fallait distinguer le lépreux du non-lépreux, il perdait ses biens. Vous voyez, une fois la religion, il était banni. On l'amenait dans une léprerie où là, il donnait tous ses biens à l'église, d'ailleurs. Voilà. C'était le seul cas où on pouvait se séparer de sa femme, divorcer, parce que si votre femme n'était pas contaminée, etc., etc. Voilà. Ouais. Monica me fait suite. On le range dans sa boîte. Voilà, j'ai essayé de vous donner un autre angle. Je pense que dans les émissions, je donnerai beaucoup plus de détails sur le temps, etc. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est, premièrement, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis possibiliste. Je pense que tout est possible, même l'impossible. La deuxième chose, c'est sachez qu'il y a un cerveau, c'est fait pour agir. L'action par les méditations, ce que j'appelle la méditation, méditer et l'action, avec le double, c'est une possibilité de faire venir à nous des potentialités. Le monde n'est pas ce que les médias nous disent, évidemment, le futur est plein de spectres de potentialités. Alors, c'est des choses qui existent en physique théorique, mais on va vous dire que c'est de l'abstraction pathologique de mathématiciens en mal de publication. Non, ça existe et on peut agir à ce niveau-là. Et puis, je voudrais finir par ce joli poème de Michael Nemi, Les Lettres de Mirdad, qui dit « Pensez comme si chacune de vos pensées devait être gravée dans le ciel en lettres de feu, à la vue de tous et de toutes, et c'est ainsi en fait que cela se passe. Parlez comme si le monde entier était une seule oreille destinée à recevoir tout ce que vous dites, et c'est ainsi en fait que cela se passe. Agissez comme si chacun de vos actes devait se lever au-dessus de votre tête, et c'est ainsi en fait que cela se passe. Désirez comme si vous étiez le souhait, et c'est ainsi en fait que vous êtes. Vivez comme si Dieu avait besoin de vous pour vivre, et c'est ainsi en fait qu'il est. Je vous remercie de votre attention.